Alors, je suis Nenad Cvetkovic, je suis le CEO de Lengo. Mes activités, c'est aujourd'hui toutes les opérations de Lengo dans le monde, puisqu'on est présent au travers de nos clients dans plus de 40 pays. Et en parallèle de mes activités chez Lengo, j'ai aussi des activités en tant qu'investisseur et mentor dans des univers qui sont très variés, qui vont de la food tech à la blockchain. Alors Lengo, c'est un produit qui permet aujourd'hui à nos clients marques ou revendeurs de diffuser dans les meilleures conditions leur catalogue produit sur tous les canaux marketing où ils souhaitent aujourd'hui générer des ventes. Ce partout dans le monde et sur tout type de canaux, que ce soit de la place de marché, que ce soit de l'affiliation, que ce soit des comparateurs de prix, sur Google, sur Facebook, sur l'ensemble des leviers où ils voudraient générer des ventes. On va leur permettre de faire ça très simplement. Tout simplement en un seul clic, pour caricaturer. Mais derrière, surtout par-delà la diffusion, on va leur permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe avec leurs produits partout, d'être capable d'analyser quels produits performent et pour quelles raisons et où. Et à partir de là, ce qui fait la vraie valeur ajoutée aujourd'hui, qui est la valeur unique de Lengo, c'est le back-office. On a un back-office qui va leur permettre de mettre en scène leur merchandising. L'objectif à la fin, c'est simple, c'est pas d'utiliser du logiciel pour du logiciel, c'est de générer plus de ventes et donc plus de marge. Lengo, c'est environ 110 personnes, dont la très grande majorité est basée en France, puisque la société est originaire de Nantes. Ici à Paris, on a créé donc les activités internationales, commerciales, marketing, et on a une activité à l'extérieur de France qui est à Munich, avec une équipe dédiée au marché allemand, qui correspondait à un souhait de tester le marché allemand avec une approche d'équipe dédiée, notamment pour aller plus vite auprès des grands comptes locaux. Alors, déjà, sur le côté international, Lengo a un ADN qui est véritablement international, puisque sur les 110 personnes aujourd'hui, nos équipes parlent plus de 19 langues. Vous allez trouver des Suédois, vous allez trouver des Espagnols, des Portugais, des Italiens, des Français, des Chinois. L'idée, c'était, l'ADN, il est complètement international. Pourquoi on a isolé l'équipe allemande spécifiquement? Parce que l'Allemagne, c'est un grand marché. C'est un grand pays sur lequel on a senti le besoin d'avoir une équipe qui est véritablement dédiée pour être plus proche des grands comptes. La conclusion, c'est qu'en effet, il y a des développements intéressants qui sont enregistrés, mais qui sont aujourd'hui freinés par un phénomène qui est lié au marché, qui est que le marché allemand est un marché qui est aujourd'hui encore assez peu actif dans le phénomène du cross-border. Le marché allemand est un gros marché, qui est un marché qui est sain et porteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sur ce marché-là sont bénéficiaires, vivent bien. Et donc, il n'y a pas forcément un phénomène d'urgence comme on pourrait le retrouver dans les pays du Sud, où parfois la question de l'internationalisation et du cross-border, c'est une question de survie. Or, quand c'est une question de confort, forcément un mouvement qui prend beaucoup plus de temps. C'est aujourd'hui ce qu'on voit le plus sur le marché allemand, ce sont des acteurs qui réfléchissent, mais dont l'action n'est pas immédiate. Le challenge, et ça reste le challenge permanent, et je crois que c'est le challenge de beaucoup d'acteurs, c'est le problème des ressources humaines, c'est le problème du recrutement. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, en effet, on a beau être aujourd'hui le leader européen de très loin sur notre univers du e-commerce et sur l'univers des flux, on n'est pas forcément connu, on n'est pas forcément attendu. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'il est difficile pour un acteur start-up ou grown-up d'émerger sur un nouveau marché d'un point de vue visibilité. Donc difficile d'attirer les candidats de qualité, donc ça nécessite de redoubler les efforts. Si je savais quel était le secret, je pense que d'abord je ne le dirais pas. Mais aujourd'hui, non, je pense que malheureusement, il n'y a pas de secret, il y a surtout beaucoup de boulot. On a constitué une équipe en interne sur la chasse et sur le recrutement autour de l'équipe RH qui travaille activement au quotidien pour identifier des profils. Et on travaille aujourd'hui avec un gros réseau d'agences pour identifier des profils, même parfois qui ne sont pas en France, sur Paris. Aujourd'hui, il est clair qu'on recherche par exemple des profils en Allemagne, mais on recherche aussi des profils anglais, on recherche des profils nordiques. C'est des profils qui sont très difficiles à trouver. Donc même en allant avec une agence locale là-bas les chercher, il faut identifier des profils qui correspondent et qui pourraient venir à Paris
Donc c'est vraiment très complexe. Ça nécessite vraiment d'avoir une équipe qui est dédiée à ça à temps plein et notre équipe RH, elle a vraiment un très très gros boulot de ce côté-là. Le premier conseil, c'est assez simple. Aujourd'hui, le e-commerce, il a un énorme avantage par rapport à il y a une décennie. On peut lancer un pays en quelques minutes. Le premier des conseils, c'est de dire on prend son catalogue produit, on l'envoie là-bas et on voit comment ça se vend. On prend les premières expertises sur quels sont en effet les best-sellers, quels sont les produits qui vont avoir du mal à se vendre. On va se faire une idée de la concurrence réelle, puisqu'en fait on verra les ventes à la fin de la semaine. Le coût est maîtrisé, puisqu'on va payer un petit fixe fee qui est négligeable, qui est quoi, d'une centaine d'euros sur une place de marché. On va payer un pourcentage des ventes, donc on maîtrise ses ventes, il n'y a pas besoin de se lancer dans des investissements massifs de départ. Donc on peut être très vite cross-border, on peut être très vite international et on peut apprendre. Et de cet apprentissage, on peut ensuite en déterminer les autres étapes qui vont être de dire c'est un premier pas, avec cette étape-là je peux faire 5% ou 10% de mon potentiel de vente, mais je fais des ventes, je suis déjà actif, j'ai déjà créé mon business, et il ne me reste plus maintenant qu'à réfléchir comment je vais accélérer sur ce marché. Et ça aujourd'hui c'est possible partout et dans tous les pays. Alors dans l'e-commerce, il y a quand même déjà un paradigme qui est très différent de la technologie en standard. Depuis des décennies, on disait au niveau tech, tout se passe aux États-Unis, il faut suivre ce qui se passe aux US. Je crois que dans l'e-commerce, c'est totalement faux. Et je pense que la vraie destination, et c'est le choix que nous on a fait en 2015, c'est de se tourner vers l'Asie, parce que c'est là-bas que ça bouge, c'est là-bas que ça explose. Autant il est très compliqué pour les acteurs européens d'aller en Chine, parce qu'il y a des barrières. Ça, c'est une vraie problématique qui existe dans ce sens mais qui n'existe pas dans l'autre sens. Autant, comment dirais-je, les marchands chinois débarquent aujourd'hui en Europe de manière très très puissante. Donc ça nécessite en effet de se poser une question qui est est-ce qu'on réagit à la bonne vitesse? Est-ce qu'on bénéficie en tant qu'acteur européen, je parle là des marques et des revendeurs, à plein de l'effet du marché européen qui est quand même, rappelons-le, le deuxième marché mondial. D'accord, le marché européen, c'est quand même le deuxième derrière la Chine, devant les États-Unis. Est-ce que nos acteurs aujourd'hui locaux en profitent vraiment? Car parce qu'il y a une vraie barrière à l'entrée quand même. Et aujourd'hui, le vrai point qu'il y a, ce serait d'amener en effet tous les acteurs européens de tous les pays au même niveau de maturité. Et là, on n'est pas du tout dans le même niveau de maturité. Et donc, on a des acteurs qui sont, même les tout petits, qui sont très proactifs là-dessus. On a eu des pays comme la France, qui ont démarré maintenant depuis 3-4 ans véritablement à fond l'effet du cross-border. Et puis après, on a un marché comme le marché allemand, qui est quand même un petit peu moins actif. Et en effet, on voit que tous ces pays-là, du coup, ils sont à des stades de maturité totalement différents. Ils n'exploitent pas le bénéfice de l'Europe. Par contre, de l'autre côté, on a une vraie pression des marchands chinois. Donc, il y a une agressivité commerciale très très forte qui va forcément avoir un impact. Donc, il va falloir travailler la recherche de la valeur ajoutée, la proximité, le service. C'est en effet des atouts primaires là-dessus. La capacité en effet de réagir de manière beaucoup plus proactive aux clients. Donc, il y a des points de valeur qu'il faut exploiter de par notre expertise de l'Europe, par notre proximité géographique. Et là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à faire. D'abord, la première des choses, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. D'accord ? C'est de ne pas laisser des territoires où on serait assez légitime en termes de vente, totalement vides et en friche, que les marques qui seront vraiment successful, c'est vraiment celles qui auront pris le parti de dire j'investis l'intégralité du territoire que je peux investir pour me développer au maximum. Lié à ça, il y a un deuxième impact qui est assez important, c'est une expertise du marché européen que les marchands européens devraient avoir et que souvent ils n'ont pas et qu'il faut développer parce qu'aujourd'hui c'est aussi une des meilleures barrières à l'entrée sur l'Europe. On a une obligation, je pense en tant que business, c'est d'apprendre aussi vite qu'eux, voire plus vite vu qu'on est local. Pour nous, il y a 3 grosses tendances en 2019 qui vont impacter le e-commerce en Europe. C'est l'émergence du social media, qui devient véritablement un vecteur de vente avec des Instagram Shopping. Le deuxième des points, c'est la révolution des marketplaces. On a la chance d'avoir en Europe les plus grands acteurs technologiques de marketplace. Et la troisième, c'est l'émergence de tout un nouvel écosystème de vente qui sont les applications mobiles. Il y a une très grosse question d'évangélisation, il y a une question de comment dirais-je, de veille. Aujourd'hui, nous, ce qu'on explique à nos clients, c'est be fast, be first. Il faut vraiment. L'avantage, c'est qu'un nouveau canal qui s'ouvre, c'est des opportunités de générer des ventes tout de suite. Et aujourd'hui, on est sur un marché. On parle dans l'habillage de fast fashion, mais on est dans du fast shopping.
en Europe aujourd'hui. Aujourd'hui, les habitudes de consommation, elles changent très très vite. Les gens se déplacent d'une place de marché à une autre. Ils achètent des produits de manière récurrente. Il faut être là où ça peut émerger à un moment donné. Et puis, il faut être prêt à bouger. Donc, ça nécessite d'être extrêmement proactif par rapport peut-être à des marchés qui sont plus posés. Là, on a un vrai phénomène qui est en train de rebattre toutes les cartes. Il faut être prêt à l'assumer. Il faut être prêt à le suivre. Il faut être prêt à être le premier à se déployer dessus. Et ça, je pense, une philosophie qu'il va falloir déployer auprès des acteurs dans cette notion d'expérimentation, d'innovation, de test and learn. Je crois qu'on sera dans un espèce de test and learn permanent. Alors, les achats responsables européens, etc., et plus proches, oui, on est d'accord, c'est quelque chose qui est souhaitable. Et je pense qu'on ne peut pas être sur un autre avis que celui-là. Maintenant, la réalité, elle est quand même qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés qui ont été formatées par la grande consommation, par les hypermarchés. Il faut vraiment travailler le court terme et le moyen terme dans cette optique où malheureusement, il va y avoir une invasion. Le facteur de prix va être de plus en plus crucial et essentiel. Il faudra pousser son produit de la manière la plus efficace là où le client peut le trouver. Et ça, c'est un phénomène qui va être le phénomène de masse. Peut-être qu'en effet, demain matin, on peut parier sur le fait qu'un AliExpress ne rencontrera plus son audience en Europe, mais aujourd'hui, de facto, AliExpress, c'est en Espagne une des principales marketplaces. En France, c'est probablement dans le top 5, si ce n'est dans le top 3. Et en Allemagne, il est exactement dans le même classement. Beaucoup de monde l'ignore ou ne veut pas le voir. On peut discuter, on peut avoir de longues discussions et de longs échanges sur le phénomène. Le phénomène, c'est qu'en 2 ans, il y a 100 millions de téléchargements d'une application où le principal des critères, c'est variété de prix, variété de produits et le prix. D'accord ? Donc, ça restera un élément moteur sur du court et du moyen terme. Alors, les conseils sur le développement international, c'est toujours de modérer l'enthousiasme. Puisque, en fait, dans 9 cas sur 10, on a un acteur qui a créé une boîte et qui se dit je vais lancer l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, enfin peu importe quel pays, je vais le lancer, et puis qui calque sa courbe de croissance sur la courbe de croissance française. Et là, on a un problème parce que globalement, il fait complètement fi des problématiques de recrutement. Et ça, on l'a vu, c'est aujourd'hui, je pense, les ressources humaines, de toute façon, dans l'univers global où on est, je crois que c'est le problème numéro 1 de tout le monde. Et je pense qu'à force de dire que c'est le problème numéro 1, il va même falloir se poser la question de savoir est-ce que c'est un problème soluble, du moins dans l'état des choses actuelles, c'est-à-dire en l'état de l'offre et des profils qu'on peut trouver. Donc il faut, à mon avis, se poser les vraies questions. Comment on va amener demain matin des nouveaux profils ? La notion de champion européen, le vrai point malheureusement, c'est que le champion européen, il faut qu'il arrive à se développer en dehors aussi de l'Europe. Puisque les acteurs qu'on va affronter sont américains, sont asiatiques. On a un bastion qui est, je pense, aussi dur pour ces acteurs internationaux que pour nous d'entrer dans leur territoire. Je pense que quand on est américain, quand on est chinois, rentrer sur le marché européen, c'est très compliqué. Déjà, 3 des plus gros vendeurs chinois sont des clients Lengo aujourd'hui, nous utilisent en Europe, nous utilisent en Amérique latine. Et donc, à partir de là, on a compris finalement comment d'un semi-échec de départ, on a réussi à faire quelque chose qui est pérenne et qui aujourd'hui accélère à une vitesse grand V. On a des annonces, on a lancé un partenariat avec Joom là, il y a un mois, qui pour rentrer sur le marché européen a décidé de s'allier avec Lengo pour que Lengo puisse lui ouvrir les portes du secteur de la mode, de la beauté, du luxe. On aura, je pense, quelques autres annonces, j'espère, dans les semaines qui viennent, à annoncer avec d'autres gros acteurs asiatiques sur le sujet. Donc on a compris le système, on a trouvé le système. On n'a pas réussi de manière théorique ou de manière pragmatique tel qu'on va le trouver dans des livres de business school, mais on a tout simplement creusé et trouvé quel était le bon modèle. Et je pense que tous les champions européens qui sont développés sont passés un peu par ces phases-là. Il y a un besoin de rééquilibrer. Il faut que la règle du jeu soit la même pour tout le monde. Il faut que les conditions d'accès au marché européen soient les mêmes que les conditions d'accès au marché asiatique. Ça, je pense que c'est un souhait. Il faut que des acteurs asiatiques respectent en France les besoins ou les prérequis, on va dire, de taxes, d'impôts, etc. Et
Lorsqu'on a lancé la Chine, on a été dans le programme d'accélération de Business France et de BPI, donc on est passé 15 jours en Chine. Ça a aidé parce qu'en fait, on s'est fait quelques convictions très claires, pas sur le business, mais sur des barrières qu'on allait rencontrer. Sur l'écosystème, on a compris que l'écosystème était vraiment très différent, etc. En dehors de ça, malheureusement, il n'y a pas de filière. Il y a en effet le network qui sert énormément. Networker, c'est extrêmement important et moi, je passe mon temps en déplacement dans les différents pays à rencontrer de nouveaux acteurs, à rencontrer des marchands pour se faire une idée. Alors au départ, qu'est-ce qu'on fait? On fait du test and learn très rapide, on fait du quick win, on essaye de gagner les clients qui sont intéressés pour une raison ou pour une autre. Donc on a pris un angle d'attaque qui était assez basique, c'était qu'on a été voir les premiers clients qui s'intéressaient à faire du cross-border et qui notamment pouvaient avoir un accès à la France. Donc du coup, on avait une légitimité, ça les a fait venir, on a appris comment eux ils travaillaient sur le marché locaux, on a staffé notre solution avec ces besoins-là, et une fois qu'on avait staffé l'Espagne avec les bons canaux, ça nous permettait d'aller voir les Anglais et de leur dire, vous savez, en Espagne, on est aussi très très bon. Et puis quand on avait des clients anglais, on disait aux Espagnols, vous savez, on a des clients anglais, donc on a installé les canaux, on les connaît, on est très très bon aussi. Et résultat, ce qui a fait la différence sur un Lengo, parce qu'aujourd'hui, on a une pléthore de concurrents locaux qui existent à peu près dans tous les pays. Il n'y en a pas un qui arrive à une taille significative aujourd'hui par rapport à nous, ou même en combinaison. Parce que je me souviendrai d'une des premières réunions qu'on a fait avec un grand compte allemand à Berlin, c'était en 2013, où on avait des gens qui étaient enthousiasmés par l'idée de pouvoir lancer une internationale développée, des responsables marketing acquisition, et le dire marketing de la marque, je se sentais très sceptique au bout de la table. À un moment, je me suis dit, on va prendre le taureau par les cornes. Je lui posais la question en lui disant, je n'ai pas l'impression que vous adhériez au projet. Et le gars m'a dit, non, c'est très très bien, je ne connaissais pas du tout votre secteur d'activité, c'est super prometteur si votre solution a fait ça. Maintenant, j'ai juste un souci, si votre produit il fonctionne aussi bien que ça et qu'il marche, comment ça se fait qu'il n'y ait pas une société allemande qui fasse ça? Et on n'a pas signé avec le gars. Et ça, c'est l'anecdote que je raconte souvent en off sur le marché allemand. Mais pour moi, c'est l'illustration de la complexité quand on est une technologie française d'aller vendre en Allemagne. En fait, on n'était pas allemand, donc comme c'était trop innovant, ça ne pouvait pas être crédible s'il n'y avait pas d'équivalent allemand. Donc l'absence de concurrence, parfois, c'est compliqué.